Nous allons donc poursuivre ces dialogues de la santé avec une table ronde consacrée à la prévention, affaires publiques ou privées. Donc la prévention doit-elle être l'affaire des acteurs publics, donc qui ont proposé un certain nombre et qui proposent un certain nombre de campagnes de dépistage. Comment les acteurs privés donc peuvent-ils s'impliquer donc dans ce champ? Doivent-ils travailler main dans la main? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Donc, et nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Cyril Isaac Sibyl. Venez me rejoindre. Donc, vous êtes médecin ORL, député du Rhône, secrétaire de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Madame Séverine Salgado, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale de la mutualité française. Bienvenue. Et le docteur Guillaume Pourchet, membre de l'Académie nationale de chirurgie, responsable donc du centre de l'obésité à l'Institut mutualiste Montsouris et administrateur en charge de la prévention donc au sein du groupe Pasteur Mutualité. Et pour animer ces échanges, donc Anne Jean-Blanc, journaliste, responsable éditorial santé des forums du Point. Donc la prévention, affaires publiques ou privées. Anne. Et ça sera justement notre première question. C'est le titre, c'est le sujet dont on va parler. Donc c'est la question que je vous poserai à tous trois. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord vous, on va commencer par les femmes quand même, c'est plus sympathique. Bon alors donc il ne faut pas que j'épuise le sujet d'emblée. C'est ça. Vous avez je le droit de vais dire tout ce que vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci au Point et au groupe Pasteur Mutualité d'avoir organisé ces journées de la prévention. Alors, est-ce que la prévention est une affaire publique ou une affaire privée? Je crains de devoir dire que c'est les deux, évidemment. C'est la prévention, très clairement, ça relève de l'intérêt général. C'est une affaire d'intérêt public, mais néanmoins, elle ne doit pas relever du monopole public. Et je pense qu'on ne peut se passer d'aucune ressource en la matière, tant nos indicateurs en matière de santé publique ne sont pas si bons que ça quand on se compare avec les pays avec lesquels on peut se comparer. Et moi, je pense qu'effectivement, on doit... revient à la sphère publique, à la sphère étatique, la charge de définir des grands objectifs de santé publique, de définir une stratégie nationale de santé, très clairement. Et ensuite, revient à tous les acteurs qui sont en capacité d'apporter des modes d'action, des ressources, quelles qu'elles soient, des ressources d'ordre financier, mais des ressources d'ordre humain aussi, enfin tout type, des expertises, évidemment. Ensuite, la charge de déployer sur le terrain et au plus près des territoires et des besoins des patients ces grandes actions de prévention. J'en profite aussi. Est-ce que ça doit relever du seul ministère de la Santé? C'est aussi une vraie question. Je pense qu'on se réjouit tous d'avoir un ministère de la Santé et de la prévention, bien sûr. Mais néanmoins, notre conviction à nous, c'est que la prévention, elle relève du champ interministériel, très clairement, tant les déterminants de santé dépassent largement la sphère de la santé au sens propre et du système de santé. Selon les études, on dit que c'est entre 15, 20, parfois 30% de notre état de santé qui relève du soin et du système de santé. Donc tout le reste, ce sont des déterminants liés à nos modes de vie, à l'endroit où on vit, là où on travaille. Et donc c'est pour moi la prévention, ça relève, oui, à ce qu'on mange. Et la prévention, ça relève très clairement d'un champ interministériel. Et dès lors qu'on a une volonté politique forte au niveau interministériel, ensuite l'action en prévention pourra se déployer de la manière la plus efficace possible. Vous pensez que les ministères actuellement ne jouent pas suffisamment la synergie? Non, mais c'est compliqué de jouer la synergie quand on poursuit parfois des objectifs qui peuvent diverger. Bien sûr, si on prend par exemple le cas de l'alimentation, le ministère qui est chargé de l'alimentation, c'est aussi le ministère de l'Agriculture. Et je pense que y a des intérêts économiques parfois qui peuvent percuter la bonne volonté que je pense tous les agriculteurs ont et de fournir une alimentation saine et de qualité. Mais après, il y a des intérêts industriels aussi qui peuvent venir se percuter. Donc, c'est pas tant qu'ils ne jouent pas le jeu, c'est qu'il faut qu'il y ait un arbitre entre ces différents intérêts.
Alors, Monsieur Isaac Sibyl, vous représentez les parlementaires, hein. Vous êtes médecin et député. Vous œuvrez beaucoup sur la prévention puisque vous venez de faire un colloque sur le sujet. Pour vous, public ou privé? Merci d'abord au Point pour son invitation. Je trouve que c'est très important dans le sens où, quand on dit public ou privé, moi je dis surtout la prévention, c'est l'affaire de tous. Et médias y compris. Et c'est pour ça, bravo effectivement au Point de s'intéresser à ça. C'est l'affaire de tous, public, privé. Cyrine Delgado effectivement parlait effectivement des différents ministères, donc ça relève de tous les secteurs. Et j'irai même un petit peu plus loin, je suis moi-même médecin, et je pense que ça dépasse les professions de santé. Et c'est pas forcément la santé, c'est pas forcément la médecine, c'est l'ensemble des acteurs. Et la prévention, c'est surtout pour moi sur les lieux de vie. Hein, où est-ce qu'on fait une PD de prévention? C'est là où on vit. C'est un petit peu les thèmes effectivement de la deuxième journée parlementaire de la prévention qu'on a organisée hier avec l'ensemble des coalisés, dont je retrouve pas mal de personnes ici. Et vous êtes maintenant nouveau coalisé, donc bienvenue au club. Donc c'est l'affaire de tous, ça concerne tout le monde. Ça dépasse la médecine, le soin. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? C'est une notion qu'il faut maintenant identifier, c'est nos déterminants de santé. Et nos déterminants de santé, ils peuvent être effectivement personnels, c'est tout ce qui dit la génétique et l'épigénétique. Après, effectivement, c'est tous les bons comportements de santé qu'on a, donc c'est ce qui est aussi individuel. C'est environnemental, comme vous disiez, effectivement, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est les aliments qu'on mange. C'est l'éducation. Et c'est pour ça qu'on reviendra dessus, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très fort. Et puis, c'est social. Hein, la prévention, malheureusement, on se rend compte, on a fait... Moi, je suis plutôt positif. La prévention, c'est quelque chose de positif. On a gagné plus de 10 ans d'espérance de vie dans ces dernières décennies. Donc, quelque part, c'est un gain extraordinaire. Aucune société n'avait gagné, effectivement, cette espérance de vie. Donc, c'est quelque chose qui est assez génial. Par contre, il y a deux petits trucs qui ne vont pas. C'est que, premièrement, effectivement, si on a une meilleure espérance de vie, elle n'est pas forcément toujours en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a des très grandes inégalités. Hein, et on pourra revenir dans le débat, parce que ça touche un petit peu tout. On sort d'un sujet retraite, qui est un sujet qui était délicat. Mais quand on imagine qu'il y a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les différentes catégories sociales, pour moi, c'est la plus grande inégalité. Vous vous rendez compte, 13 ans de vie, il y a des gens qui ont 13 ans de bonus. Et puis, non, c'est ça. Il y a des gens qui ont 13 ans en moins, et puis il y en a qui ont 13 ans de bonus en bonne santé. Et puis il y a ceux effectivement qui dès 60 ans traînent la patte, les machins. Et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc c'est pour ça pour moi la prévention c'est l'affaire de tous, public et privé. Ça soit les acteurs, ça soit les financeurs. C'est tous les secteurs. Alors, effectivement, pas effectivement du côté interministériel, mais ça va bien au-delà. C'est comme je dis effectivement, il faut avoir des cibles. C'est là, et pour moi le côté éducatif est important. Donc c'est là où les jeunes apprennent. Donc pour moi l'école est une grande responsabilité. Après c'est là où les gens travaillent. Et c'est pour ça que les entreprises ont aussi une grande responsabilité, qu'elles soient publiques ou privées. Et puis après c'est là effectivement où on vit, c'est nos villes, nos déplacements, nos habitats. Et après c'est là où on vieillit. Et c'est la prévention par rapport à la perte d'autonomie. Même question pour vous, Monsieur Pourchet. Privé, public. Ah oui, il y a un micro pour deux là. Peut-être en avoir une. Ouais, merci à tous. Et effectivement, très heureux de pouvoir se retrouver avec le Point et GPM et Groupe Pasteur Mutualité autour de ces dialogues. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses évidemment, mais c'est aussi un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Le but de la prévention, ça reste la santé d'un individu, et donc c'est la sphère privée et la sphère familiale, entrepreneuriale. Donc tous ces éléments, finalement, la sphère public doit être le moteur et ça doit ruisseler sur cette sphère privée qui est finalement la cible, et sans elle on n'y arrivera pas. Donc on le voit sur les échecs de campagne de prévention notamment, peut-être qu'on en reparlera par la suite, mais si on n'a pas cette adhésion totale. Il y a un autre élément qui n'a pas été évoqué, parce que je ne veux pas essayer de faire vite, parce qu'on a tous évoqué des choses qu'on a en commun évidemment, c'est les enjeux de l'innovation
qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait partie de la sphère privée et la gestion des data et les objets connectés. Tout ce secteur-là doit être au cœur de la prévention également. Alors, c'est complexe parce que on est dans la vie privée, on est dans le recueil automatique, systématique. Donc ça, c'est aussi un sujet qui va falloir aborder, je pense, parce que ça peut être un outil de prévention fantastique en termes de dépistage, de prévention secondaire, mais également, on l'a évoqué aussi ce matin, d'éducation, de rappel, de vigilance en permanence. Alors, il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, monsieur Isaac Sibyl, c'est les maladies chroniques. Est-ce qu'on fait suffisamment de prévention donc primaire en amont, de prévention secondaire pour toute cette population? C'est énorme le nombre de personnes en France qui souffrent de maladies chroniques. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on parle beaucoup de maladies chroniques. Et effectivement, une des spécificités de notre pays, c'est qu'effectivement, on a un taux d'ALD, donc de maladies chroniques, qui augmente d'année en année. Lorsqu'on parle de prévention, c'est un sujet qu'il faut aussi évoquer. Là, on est dans le cadre du CNR, donc du Conseil national de la refondation. On va parler de la santé. Comme souvent, pour moi, il y a deux gros sujets au niveau de la santé. Il y a le problème de l'offre de soins, et il y a le sujet de la prévention. Malheureusement, les politiques, depuis des décennies, et donc j'en suis un, donc je me flagelle aussi, on pense effectivement au court terme, et souvent les arbitrages sont en faveur de l'offre de soins, qui est un problème aigu et qui concerne nos concitoyens, et Dieu sait qu'ils sont importants, et je sais effectivement le point, ce que vous faites par rapport à tous les établissements de santé, ainsi de suite. Donc il y a le problème de l'offre de soins qui est un sujet, mais le problème, c'est que si on ne fait rien, donc pour moi la prévention c'est important d'une part pour les individus, pour nous tous, et puis c'est important par rapport au système. Si on ne fait rien, si on n'a pas maintenant, tout de suite, une politique vis-à-vis de la prévention, ben c'est notre système de santé, c'est notre système de soins qui va s'écrouler. Parce que actuellement, c'est vrai qu'on a un problème d'offre, mais on a surtout un problème de demande. Il y a une demande de plus en plus forte, et c'est là où j'en viens à votre sujet, par rapport aux maladies chroniques qui augmentent d'année en année. On est maintenant pratiquement à plus de 20% de la population qui est en maladie chronique. Une maladie chronique, c'est quoi? C'est des gens, effectivement, qui prennent des médicaments tous les jours, qui consultent régulièrement, qui sont hospitalisés, qui ont des complications, qui se font opérer. Et donc, c'est ça qu'on doit éviter. Et c'est pour ça que plutôt que maladie chronique, je préfère effectivement... au niveau de la prévention, il faut parler de maladies évitables. Et il y a beaucoup de maladies évitables, que ça soit effectivement des maladies chroniques, et de manière assez simple, que ça soit effectivement les cancers. Il y a beaucoup de choses. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut absolument jouer. Je suis médecin, mais la part des soins dans notre santé, c'est 20%. On dépense, c'est ce que je dis, le budget de l'assurance maladie, des dépenses et des mutuelles, 245 milliards. On dépense 245 milliards par an à soigner et pas grand-chose pour prévenir. Pourquoi? Parce que, et ça c'est intéressant je trouve, c'est que on est dans le CNR première génération de 1945, il avait fait une promesse aux Français, il avait fait la promesse aux Français en disant, écoutez, si vous êtes malade, on prendra en charge vos soins, mais par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de fumer, de boire, manger ce que vous voulez, enfin, faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous êtes malade, on prendra en charge vos soins. Je pense que là, actuellement, et ça s'est joué actuellement, c'est la nouvelle promesse qu'on doit faire aux Français. C'est-à-dire, bien évidemment, on continuera à prendre en charge vos soins, et on sait que les soins vont devenir de plus en plus coûteux, et tant mieux, et on fait des miracles. Moi, je suis épaté tous les jours, on fait des miracles par rapport à tout ce qui est maladie évitable. Mais non seulement on prendra en charge vos soins, mais on va vous accompagner dans votre santé pour avoir les bons comportements en santé, pour éviter d'être malade. Et donc, par rapport à ça, quand on parle effectivement des maladies chroniques, pour moi, c'est des maladies évitables, et 80% de nos maladies sont évitables. C'est tout bêtement, effectivement, c'est aussi bien. Et c'est assez simple. Là, effectivement, on a un spécialiste du poids, de l'obésité. C'est effectivement,
Quoi ? Il n'est pas d'accord avec vous. Non, mais il y a Je des vous donne choses la qui sont parole. Il n'est pas évitables d'accord avec vous. par rapport à l'activité, Finis par rapport juste. à l'activité physique, par rapport à l'alimentation. Je sais qu'il y a l'obésité maladie et il y a le surpoids, mais il y a la tension. C'est des choses qui sont évitables. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont évitables. Pour moi, il y a 80% des choses sont évitables si on a les bons comportements en santé. Et donc, je pense que c'est cette nouvelle promesse qu'il faut faire en français. Mon voisin n'est pas du tout d'accord avec vous, j'ai l'impression. Mais ça tombe bien, c'est bien. Mais c'est intéressant parce que ça fait le débat. Alors, maladie chronique, par définition, c'est une maladie qu'on a avec soi toute la vie. C'est-à-dire qu'on est incurable, entre guillemets. Donc, c'est déjà un élément qui fait que c'est pas évitable. Et puis, vous l'avez évoqué, en plus, il y a des éléments d'ordre épigénétique. Enfin, c'est très complexe. Le mot évitable, moi, je le trouve stigmatisant. Et il faut plutôt l'éviter, surtout dans ces maladies chroniques, parce que si on veut arriver à faire adhérer un patient susceptible d'avoir cette maladie chronique, parce qu'on peut anticiper des éléments familiaux, sociétaux, épigénétiques, microbiotiques, enfin, c'est très complexe. Donc, il faut bien différencier les causes de ces maladies des facteurs qui vont les aggraver. Donc, ce que vous parlez évitable, c'est le facteur aggravant plutôt. Et ce facteur aggravant, eh bien, c'est pas la cause. C'est un facteur aggravant et qu'il faut contrôler. Donc, c'est de la prévention secondaire. C'est plutôt de la prévention secondaire. Après, il y a le soin qui est une prévention tertiaire. Et ça a été la force, à mon sens, avec mon regard de jeune médecin de la France après-guerre. C'est-à-dire qu'on a eu cette intelligence de rendre le soin gratuit, accès à tous. C'est ce qui a fait l'admiration des pays à l'étranger, justement. Et il faut absolument garder. Donc souvent, en politique, on l'a vu, nous, en médecine, voilà, on déshabille l'un pour habiller l'autre. Attention à ça. Ça aussi, c'est un élément très important. Faire la prévention, c'est bien sûr mettre des moyens, comme vous l'avez très bien dit, mais c'est aussi garder notre structure qui est en grande souffrance, pas parce qu'il n'y a pas assez de prévention, qui est en grande souffrance pour plein d'autres raisons complexes qu'on ne va pas aborder malheureusement aujourd'hui, mais ça peut être un autre dialogue de la santé. Et voilà, donc c'est très très important de ne pas parler, à mon sens, d'évitable, parce que c'est stigmatisant, et si vous stigmatisez, vous ne pouvez pas avoir la confiance. Et la confiance, on l'évoquera tout à l'heure, c'est sans la confiance, on le sait en tant que soignant, c'est la première marche du soin. On ne peut pas soigner si on n'a pas la confiance de son patient. Et particulièrement pour un chirurgien, je sais que vous êtes ORL, donc vous êtes bien au courant de ça, parce qu'on rentre dans le corps de l'autre, donc il faut absolument la confiance de son patient. On reviendra sur ce sujet-là, mais ce que je voulais, c'est l'avis de Madame Salgado, justement, sur ces maladies chroniques. Alors, je me garderai bien de trancher la controverse. Mais vous êtes entre les deux, vous êtes mal placé, faites attention. Non, ce qui est sûr, c'est que... si on n'investit pas, et je dis bien investir, c'est volontaire, la dépense de prévention, c'est une dépense d'investissement. Donc si on n'investit pas puissamment dans la prévention, on ne cassera pas cette fameuse courbe, non pas des maladies chroniques ou des maladies, mais en tout cas cette courbe des dépenses liées aux maladies chroniques. Aujourd'hui, le diabète, les cancers et l'insuffisance cardiaque, c'est déjà 65% des dépenses de santé. On sait que 1 an d'espérance de vie en bonne santé gagné, c'est 1,5 milliard d'euros, et encore on pense que c'est un minorant, 1,5 milliard d'euros de dépenses évitées en 10 ans. Donc en fait les chiffres sont quand même monstrueux, et si on regarde quelques indicateurs de santé publique, regardons chez les enfants par exemple, presque c'est 18% des enfants en CM2, donc presque un enfant sur 5 est en surpoids aujourd'hui. Là je regardais une étude de l'Observatoire régional de santé en Île-de-France, c'est presque 20% aussi des adolescents qui sont insomniaques. Enfin, est-ce qu'on se rend bien compte de ce que je suis en train de dire ? Des enfants qui sont insomniaques, 40% qui sont en privation de sommeil. Donc, en fait, quand on sait l'impact du sommeil à long terme sur l'état de santé, bon, je ne parle pas de la myopie, chez les enfants. Donc, en fait, ça augure d'une augmentation des dépenses de santé pour les générations, pour les futurs adultes qu'ils sont, qu'il faut absolument contrôler. Pardon pour le terme, mais il y a un moment, il va falloir qu'on regarde les choses de manière très forte. Et là, on est sur des montants qui sont monstrueux, effectivement, 245 milliards d'euros pour les seuls organismes, assurance maladie et organismes complémentaires. C'est pas les seules dépenses de santé en France. Et on va se
trouver en situation de concurrence à un moment ou à un autre avec d'autres dépenses socialisées. La défense, le budget du ministère de la Défense est sans commune mesure avec celui de la santé, par exemple. Et il y a un moment, il va y avoir des arbitrages qui vont devoir être faits. Et si on n'investit pas puissamment dans la prévention, c'est faire un trait, et là je suis d'accord avec le député, c'est faire un trait sur la soutenabilité de notre modèle social tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pourquoi pour vous la prévention est une prestation à part entière? Oui, alors ça, c'est... Oui. C'est votre cheval de bataille. Oui, expliquez-nous. En quelques mots, pourquoi aujourd'hui la prestation, c'est quelque chose... La prévention, pardon, c'est quelque chose qui est connexe aux soins. Je parle là vraiment, on est sur la prévention qui est effectuée par des professionnels de santé. On l'a fait un peu quand on a le temps, puis en fait, parfois les professionnels de santé, enfin même assez souvent le font sans dire je fais de la prévention. Quand on discute avec son patient lors d'une consultation, on fait quelque part de la prévention. Mais c'est pas valorisé en tant que tel, c'est pas identifié en tant que tel. Par exemple, la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, les EHPAD, ils sont tarifés, pardon pour le terme un peu technique, mais au GIR moyen pondéré, c'est-à-dire au niveau moyen de dépendance de leurs résidents. Donc plus leurs résidents sont dépendants, mieux ils sont financés. En fait, quel intérêt de faire de la prévention si on veut avoir un niveau de financement satisfaisant. Donc en fait, on ne valorise pas la prévention. Alors on pourrait parler aussi de la fiscalité qui est associée à la prévention. Si je prends le cas des mutuelles, par exemple, aujourd'hui, une mutuelle qui fait de la prévention, alors déjà, elle le fait sur le produit qu'elle a collecté de ses cotisations. Donc, elle a déjà, j'arrondis volontairement, elle est déjà taxée à 15% à peu près. Bon. Ensuite, elle va être taxée, elle va devoir payer de la TVA puisqu'elle ne récupère pas la TVA. Donc là, si on fait TVA plus taxe solidarité de l'assurance, on est à 35%. C'est cette fois le hamburger. Voilà. On veut faire de la prévention. Donc en fait, c'est quand même assez désincitatif à faire de la prévention. Et puis, si on qualifiait la prévention comme une prestation en tant que telle, et là je vais reparler des données, ça permettrait aussi aux mutuelles et aux organismes complémentaires de réutiliser leurs données pour d'autres finalités que celles pour lesquelles elles les collectent aujourd'hui, à savoir pour le remboursement. Aujourd'hui, une mutuelle, quand vous faites rembourser votre dépense de santé, la mutuelle elle sait que vous êtes allé voir telle spécialité, par exemple, médicale, ou tel grand type de médicament vous a été prescrit. Elle ne peut l'utiliser que pour ce qu'on appelle la liquidation de cette dépense et rien d'autre. Si la prévention était une prestation à part entière, on pourrait utiliser, valoriser ces données pour faire de la personnalisation, pour mieux... Voilà, aujourd'hui, ce sont des données qui sont dormantes, on les utilise une fois et c'est tout. Et en fait, c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis ce qui se passe sur les données en France aujourd'hui. C'est un sujet que vous connaissez bien. Il y a des consultations de prévention qui sont maintenant envisagées. Est-ce que c'est une partie de la réponse ? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, lorsqu'on parle de prévention, il y a, quand on dit, c'est l'affaire de qui? Du public et du privé. C'est l'affaire des professionnels de santé, mais pas que. Et là, effectivement, lorsqu'on parle effectivement de ça, on peut parler effectivement des professionnels de santé. Donc, bien évidemment, je suis assez d'accord pour dire effectivement que c'est une prestation. Vous savez, à un moment, il y a eu un grand débat pour savoir si il fallait faire une grande sécu. Et c'était un débat. Et, moi, je pense que ça aurait été une erreur, dans le sens où on voit bien que les complémentaires, les mutualistes, ont un rôle à jouer. D'une part, parce que l'assurance maladie, souvent lorsque je discute avec son directeur général, c'est une grand-mère. Elle a un certain âge, elle est généreuse, elle a des tas de choses à régler, mais elle n'est pas forcément... Et donc tout ça c'est une lourdeur, elle a des tas de mérites, mais elle n'est pas forcément innovante. Et je pense que les complémentaires ont un rôle innovant, et on voit bien, par exemple, tous les progrès qu'on a pu faire récemment, que ce soit la télémédecine, on voit
le rôle qu'ils ont pu avoir. Moi, j'ai été effectivement rapporteur d'un sujet pour moi qui est passionnant, c'était le 100% santé. Le 100% santé, effectivement, on l'a fait effectivement avec les complémentaires. Donc, je pense que les complémentaires ont un rôle à jouer. Et c'est souvent un débat qu'on a, et notamment dans le sens où les complémentaires connaissent, l'assurance maladie connaît bien les professionnels de santé. Les complémentaires connaissent mieux, à mon avis, leurs adhérents. Et peuvent suivre leurs adhérents. On parlait tout à l'heure effectivement de la santé au travail. Maintenant, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est les contrats groupes. Et je pense que les complémentaires peuvent avoir un rôle via les contrats groupes pour amener à avoir une politique de prévention, et notamment dans les entreprises. On peut avoir la même chose effectivement par rapport au grand âge. Et c'est pour ça que si on parle du financement et si on parle de la prise en charge, les complémentaires ont un rôle. Mais pour ça aussi, faut-il, et c'est là où je dévie un petit peu, mais pour ça, effectivement, faut-il qu'au niveau de la prévention, il faut qu'il y ait un cadrage national. Pour le moment, on voit... Moi, j'ai fait un rapport, ça c'est intéressant, j'ai fait un rapport sur la prévention vis-à-vis des jeunes. Je dénombrais à l'époque 36 000 actions de prévention. 36 000. 36 000. Et dans les 36 000, il n'y en avait pas 10 qui avaient été évalués. Pourquoi ? Parce que la prévention, ça part d'un bon sentiment. C'est généreux, mais par contre, rien n'est évalué. Et donc pour moi c'est une vraie problématique. Donc pour ça effectivement il faut qu'il y ait un cadrage national, il faut qu'il y ait des priorités qui soient données. Lorsqu'on travaille ce sujet, est-ce que vous savez effectivement comment sont données les priorités à notre système de santé ? Qui décide ? Non mais c'est quelque chose, je ne sais pas si vous le savez ça, parce que ça va être un de mes combats. Qui décide de la stratégie nationale de santé ? Si vous rentrez ou vous avez au téléphone, il y a un document qui s'appelle Stratégie nationale de santé. C'est fait effectivement par des directions qui sont tout à fait compétentes, mais c'est un document qui est assez confidentiel, que personne ne connaît, qui est fait tous les 5 ans. Actuellement, il y a une stratégie nationale de santé qui est en train de s'élaborer. Il y a un organisme, l'adresse, qui est en train d'évaluer la dernière stratégie nationale de santé que Buzyn avait mis en place. Et c'est un document qui n'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire qu'il est décidé dans des ministères. Il n'est présenté à personne. Vous pouvez taper stratégie nationale de santé, tout y est. Donc il est absolument pas démocratique dans le sens où il n'est pas rendu public. Enfin, il est public, mais personne ne fait de la publicité là-dessus. Il n'est pas présenté au Parlement. Et en fait, c'est à l'occasion lorsqu'on décline ces stratégies nationales de santé, qu'on aborde le PLFSS et qu'on donne les moyens. C'est une loi budgétaire qui donne les moyens pour appliquer ces stratégies nationales de santé. Donc pour moi, je reviens là-dessus, il faut qu'il y ait un cadrage national qui soit discuté entre nous. Il faut qu'il y ait des priorités, quelques priorités qui soient données. Actuellement, vous verrez dans la stratégie nationale de santé, il y a plus d'une centaine de priorités. Donc, je veux dire qu'il n'y en a pas. Tout ça n'est pas évalué. Donc, pour moi, lorsqu'on veut faire une politique de prévention, il faut mettre des indicateurs assez précis, des indicateurs qu'on puisse suivre, qui nous permettent d'évaluer une politique. Et pour ça, les datas sont importantes. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un cadrage national. Il faut qu'il y ait une discussion. En France, on est très fort pour administrer. On est une école pour ça. Nationale. mais par contre, on ne sait pas coordonner. Et tout notre problème, c'est comment coordonner l'ensemble des acteurs. 36 000 actions de prévention, il y a des milliers d'acteurs au niveau de la prévention. Hier, justement, lors des journées, il y avait des centaines de personnes qui étaient là, de bonne volonté, qui chacun œuvre dans leur domaine. Et donc, je pense qu'actuellement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un pilotage national, des priorités qui soient données, des indicateurs à suivi. Il faut qu'il y ait une coordination qui se fasse avec l'ensemble des acteurs pour savoir qui fait quoi. Et après, il faut qu'elle soit déclinée sur les territoires. D'une part, vis-à-vis des professionnels de santé, effectivement, je pense qu'il faut que ce soit des actes. Et puis vis-à-vis des non-professionnels de santé, dans le sens où les professeurs, les éducateurs, les animateurs, là, je viens de faire adopter ce matin, c'est tout neuf, qu'il y a un référent prévention dans chaque établissement ou service à domicile pour les personnes âgées. Et bien, il faut effectivement que dans chaque domaine, il y ait un référent prévention qui puisse décliner ces politiques.
Juste un mot sur cette prestation prévention, notamment dans votre domaine, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Après, on reparlera de la nécessaire confiance. On a un petit peu abordé le sujet déjà. Oui, merci. Là, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire qu'il faut absolument, alors, même peut-être proposer des organigrammes où chaque acteur de soins et de santé, aussi bien le pharmacien, on l'a entendu ce matin, le kiné, l'infirmière, les diététiciennes. Donc là, ça rejoint plutôt ma spécialité, où aujourd'hui, on sait, dans des maladies chroniques graves qui ne sont pas la faute du patient, eh bien, on sait que ces patients en ont besoin de consultations diététiques, psychologiques, de vitamines, et c'est pas pris en charge. Donc là, on est dans une prévention tertiaire, c'est vrai, mais qui est assez scandaleuse parce qu'on sait que ça met en danger leur vie et on le rembourse pas. Donc on n'est même pas dans le tout santé. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans chaque étape, en urgence déjà aujourd'hui. Et puis moi je vous rejoins complètement. Effectivement, il faut une politique nationale avec peut-être des organigrammes où chacun peut trouver sa place en prévention. Ça doit faire probablement partie aussi des éléments d'éducation de base à l'école. On l'a évoqué sur la formation des médecins, la formation des kinés, mais pas seulement à l'école, les petits. On en a parlé aussi ce matin. Donc voilà, il y a une politique globale et puis déjà des actions en urgence à faire, tout simplement dans la reconnaissance de soins de prévention qui ne sont pas encore reconnus. Après, il y a des actions dans l'intimité du cabinet. Nous avons parlé, quand nous avons préparé cette table ronde, la prévention, c'est aussi une affaire de confiance. La confiance, elle est un petit peu perdue quand même dans les médecins. Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment formés à la prévention pour avoir les bons messages? Est-ce que c'est parfois... parce que c'est très intrusif de faire une bonne prévention, ça demande d'avoir beaucoup de connaissances sur les patients qui n'ont pas forcément envie de les donner. C'est quoi les limites pour vous? Alors, je pense qu'on est dans une crise de confiance globale. Globale en France, on le voit, un jour de grève aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, un des cœurs du problème et qu'il faut absolument résoudre. Alors, comment regagner la confiance ? Ça va prendre des années, c'est complexe, ça touche tous les corps de métier, surtout les structures administratives et, dans lesquelles on avait totalement confiance. Mais alors là, plus personne n'a confiance du médecin à l'éboueur. C'est-à-dire que de l'éduquer, il n'a plus confiance en l'État, dans les structures. Donc là, il y a une crise de confiance qui est majeure parce que sans la confiance, on ne pourra pas appliquer des politiques et puis surtout pas la prévention puisque ça va mettre en... voilà, c'est une action qui doit être personnelle. Et donc, le rôle du médecin, pour en parler rapidement, la formation, aujourd'hui, en fait, on est en pénurie médicale très grave, qui est connue depuis très longtemps, et tous les responsables sont coupables de ça. Je pense, pour passer un message un peu militant, qu'il faudrait doubler au moins les effectifs de médecins en première année aujourd'hui. Et personne n'en parle, parce qu'il y a un exercice de la médecine qui est différent, et il va y avoir, on le voit pour ces années, un élitisme dans les personnes, les jeunes étudiants qui réussissent médecine, parce que médecine, ça fait sens. Il y a une crise du sens aussi dans notre société, et d'aller vers la médecine, ça fait plus sens que de faire Polytechnique pour un certain nombre de jeunes. Et donc, ils vont prendre des places de médecins, mais sans vraiment être soignants, parce que ça va être des cerveaux. Donc il y a vraiment une urgence, à mon sens, dans les effectifs médicaux. Que quand on est médecin, il ne faut pas avoir de cerveau? Non, mais c'est pas ça, mais c'est un mot résumé, évidemment. Mais c'est des personnalités, des tempéraments, des capacités qui font que leur mission, si on peut parler de mission, elle va être différente que de faire du soin qui nécessite un tempérament différent, une vocation différente. Voilà, donc c'est assez complexe. Mais donc il y a un vrai danger là-dedans qui va jouer sur la santé pour l'avenir, pour l'offre de soins, bien sûr, et pour la prévention. Donc le médecin, en fait, il n'a pas le temps aujourd'hui de faire. C'est pas tellement que ce soit pas valorisant, mais lui, il est dans le soin. Il pense à faire du bien à son malade efficacement, rapidement. Donc, il va soigner quelqu'un parce que c'est sa mission première. Et la prévention, c'est vrai que c'est peut-être considéré comme un peu secondaire pour lui. Et puis surtout, il n'a pas le temps. Et c'est peut-être pas le moment, on l'a évoqué ce matin, quand on vient voir son médecin, on est intimidé, on se sent coupable. Donc, c'est un moment qui est peut-être pas propice à la prévention aussi. Voilà. Donc là, il faut réorganiser
ces offres de prévention avec le rôle des infirmières avancées, de tous les soignants. Hélène ? Oui, peut-être, effectivement, parce que beaucoup de personnes nous suivent également en ligne, donc elles réagissent avec différents messages, et il y en a un vraiment qui entre en résonance avec tout ce qui a été dit. Donc, des études en santé publique permettent de former des professionnels non médicaux et non paramédicaux. Leur formation permet d'être pertinent dans la mise en place d'actions de prévention concrètes et font le lien entre tous les acteurs de la prévention. Donc là on a aussi les autres acteurs qui pourraient mener ces actions, la question de la formation, et puis cette question du lien aussi, que vous avez aussi abordé, notamment sur les territoires. Donc bien sûr, vous continuez de réagir. Je lis vos messages avec la plus grande attention. Moi, j'ai une question à vous poser à vous trois. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. Est-ce qu'il est utile de payer les patients pour la prévention ? Qui veut répondre ? Oui, de donner des incitations financières pour poursuivre la prévention. C'est vrai que à titre personnel, ça me paraît intéressant. Alors, il faut le manier. C'est-à-dire, comme un assureur automobile va réduire la prime de son assuré parce qu'il conduit bien. Voilà. Donc, si j'arrête de fumer, je paye moins cher ma cotisation. Voilà, pourquoi pas. Moi, c'est incitatif, ça me paraît positif. Qu'en pensez-vous ? Oui, on sait quand même que l'état de santé résulte aussi d'inégalités sociales de santé qui sont très, 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 très fortes et très cristallisées en France. Donc, c'est un peu la double peine quand même, si on n'est pas en capacité, pour tout un tas de raisons, d'entendre les grands messages de santé publique et de les appliquer. On a une double peine. Nous, on se positionne pas du tout dans cet état d'esprit, en tout cas la Mutualité française, clairement. Et vous ? En Allemagne, alors c'est une question. En Allemagne, si vous n'allez pas voir tous les ans votre dentiste, lorsqu'il vous fait des soins, une couronne ou autre chose, elle n'est pas prise en charge. Alors c'est une incitation forte. On ne paye pas. Non, je ne suis pas pour qu'on paye le patient, mais je pense qu'on peut réfléchir sur une incitation en disant, comme je dis le principe. On doit. J'entends bien. Tout à l'heure, vous m'interrogez sur les visites obligatoires. Mais elles sont obligatoires pour qui ? Vous savez qu'avant 18 ans, il y a 20 visites obligatoires. Elles sont obligatoires pour qui ? Nous, on les décrète obligatoires, mais elles ne sont pas obligatoires pour le patient, elles ne sont pas obligatoires pour le médecin. Elles ont obligatoires que le nom. C'est déclaratif. Donc, quand on parle d'obligation, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'on peut réfléchir par rapport à ce côté dentiste. Alors, donc c'est bien de mettre ces consultations obligatoires aux âges de la vie, mais je reviendrai là-dessus. Mais en même temps, je pense qu'on peut inciter, on peut réfléchir par rapport à une incitation comme les Allemands peuvent le faire par rapport aux dents. Comme je disais tout à l'heure, et je vous rejoindrai, le gros problème de la prévention, c'est qu'il y a des gens, et je pense qu'ici, on est tous parmi les gens qui sont sensibles au message. Les sains fruits et légumes, ça nous dit quelque chose. L'activité, ça nous dit quelque chose. Le matin, effectivement, on fait attention à midi. Voilà. Et donc, quelque part, la prévention, la politique de prévention, elle n'est pas faite pour nous. Nous, on se débrouille très bien tout seul. Le problème, elle est faite, effectivement, par rapport à des personnes qui, soit un problème social, un problème éducatif, un problème communautaire. Enfin, c'est des gens, comme vous le disiez, et c'est terrible, c'est des gamins qui, le soir... Mais parce qu'il y a un côté parental, effectivement, ils sont sur leurs écrans jusqu'à 1h du matin, à 10 ans. Et donc, le lendemain, les professeurs nous disent, mais avant, ils arrivent, ils dorment sur la table. C'est des gamins qui, effectivement, qui rentrent à midi ou le week-end. Et je pense qu'ici, personne ne doué comme ça. On ne déjeune pas autour d'une bouteille de coca. S'il déjeune autour d'une table, parce que généralement, il déjeune devant la télévision, avec une bouteille de coca et des chips. Donc, pour moi, la prévention, c'est ça. Et quelque part, c'est ça. Quand on voit, tout à l'heure, on parlait effectivement des surpoids, de l'obésité, il y a un gradient social vis-à-vis de ces gens-là. Et toutes les maladies chroniques dont on parlait tout à l'heure, il y a un gradient social. Et donc, la prévention, elle est faite pour aller chercher ces gens-là.
Et pour moi, c'est ça le message. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de rendez-vous de prévention, c'est comment faire, et on l'a très bien vu pour le Covid. Lorsqu'on parle effectivement quand on posait la question de savoir s'il faut les payer, s'il faut être incitatif, au niveau de la prévention, on a plusieurs types de politiques qui peuvent marcher ou pas marcher. C'est l'histoire, par exemple, sur le tabac. C'est augmenter les taxes de manière forte. Et quand vous dites, chez beaucoup de gens, c'est une double peine. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas d'éducation. Donc, non seulement ils continueront à fumer, mais ils continueront à fumer plus cher alors qu'ils n'ont pas les moyens. Au détriment de leur alimentation, parfois. Voilà. Donc, le problème est là. Donc, le problème, c'est l'État. Lorsqu'on veut faire une politique de prévention, ça peut être les taxes, ça peut être l'obligation. L'obligation, c'est l'obligation vaccinale. Et on l'a vu par rapport récemment à la dernière crise de santé publique qu'on a vu par rapport au Covid. Ça peut marcher. À partir du moment, et là aussi, et moi je lui rends hommage, à partir du moment où il y a un portage politique. Vous vous souvenez de l'histoire de la vaccination ? J'étais effectivement, moi, à l'Élysée ce soir-là. C'est quand effectivement le président a dit, maintenant la vaccination, on va la rendre obligatoire. Et à ce moment, tout le monde, il y a un portage politique et la vaccination, on l'a déclinée de manière forte. C'est l'obligation qu'on a. Là, on a pris une deuxième par rapport aux vaccinations, et je dis ça parce qu'effectivement, on est chez Pasteur. C'est le fait, effectivement, de vacciner toute la tranche d'âge à 15 ans vis-à-vis du papillomavirus, qui est un truc qui est assez extraordinaire, quelque chose que bon, on le sait, c'est 3000 femmes qui meurent tous les ans de cancer d'utérus, et les hommes au niveau ERL. Donc, et ça, on sait qu'en investissant, grosso modo, comme l'ont fait les Australiens, on éradique un cancer évitable. Et donc c'est pour ça qu'au niveau des politiques, il y a la taxe, il y a la taxe, il y a l'incitation, l'obligation, et puis après il y a le côté éducatif. Et moi je crois aussi au côté éducatif, et je m'arrêterai là-dessus, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est obligatoire pour personne, encore c'est obligatoire pour personne, mais quelque part, les gens un peu éduqués commencent à... Mais tout le monde le dit un petit peu, et puis même les industriels, même si c'est pas obligatoire, ça dit que ça peut être un argument de vente, et donc il y a ce côté éducatif, et je pense qu'il faut jouer sur ces trois points. Non, il y a une notion qui est importante dans tous ces domaines-là, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. C'est-à-dire que les approches totalement universelles, elles ont leurs limites, les approches totalement ciblées aussi. Et toute l'idée, c'est d'avoir une approche qui est d'une intensité différente selon le gradient social. Et tout à l'heure, le député rappelait que la CNAM, par exemple, avait du mal à avoir une approche... elle a une approche très universelle, même s'il y a de très belles choses qui sont faites. Moi, je regarde, par exemple, ce que fait la CEPAM du 93 en matière de ce fameux aller vert. C'est très intéressant, elle fait des choses très bien, mais c'est vrai que d'autres acteurs qui ont une relation, j'ai envie de dire, un peu plus individuelle avec les populations dont elles ont la charge, et ça peut être des professionnels de l'éducation, ça peut être des mutuelles par exemple aussi, quand elles couvrent des populations ou des branches professionnelles, on a des approches plus individualisées qui nous permettent aussi de personnaliser le message qu'on apporte. Je donne juste un exemple. Tout à l'heure, il a été question de prestations qui sont peu ou mal prises en charge par la sécurité sociale. C'est les séances de psychologues. Quand on a mis en place la systématisation, la généralisation de ce que les mutuelles faisaient déjà pour un gros quart d'entre elles, à savoir la prise en charge de séances de psychologues sur l'année 2021. Ouais, sur l'année 2021. Eh bien, en fait, rien qu'en 2021, on a pu rembourser 430 000 séances de psychologues. Et en 2022, on était à 1,2 million de séances qui ont été remboursées. La sécurité sociale, qui a ensuite pris la dimension aussi de la gravité du sujet et qui, elle aussi, a mis en place des séances remboursées par la sécurité sociale. En un an, 90 000 seulement consultations. Donc, en fait, en un an, elle a fait 4 fois moins bien que les organismes complémentaires sur 9 mois. Et on a 2200 psychologues qui sont engagés dans le dispositif. 2200 psychologues, c'est 22 par département, quoi. Enfin, donc en fait, on n'y arrive pas. Voilà, c'est dommage. Hélène, est-ce que vous avez des questions sur votre tablette ou est-ce qu'on prend des... On va peut-être prendre des questions du public. J'ai des réactions, oui. mais pas de questions. Donc, monsieur, si vous avez une question à l'avant-dernier rang. Votre micro, s'il vous plaît.
Oui, j'ai écouté attentivement ce qui a été dit, et notamment par notre représentant médecin député, qui est très attaché à l'éducation de la santé à l'école. Je pense que la priorité, en fait, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé travaillent en collaboration sur ce sujet. J'ai moi-même été animateur d'ateliers dans les écoles, et je pense que l'avenir, c'est permettre, en fait, d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des acteurs et des adultes responsables. Donc c'est ça la priorité. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas assez évoquée, c'est la toxicité des écrans chez les enfants. Ça a été évoqué, mais je pense que c'est une des pathologies qui va se développer dans l'avenir, pas seulement au niveau de la vision, mais au niveau de plein de fonctions. Donc il faudrait effectivement que l'éducateur joue un rôle, les parents jouent un rôle sur apprendre à utiliser ces écrans. Moi, j'ai été intervenant en entreprise. Monsieur, une question, s'il vous plaît, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui veulent... Merci. C'est tout. Merci. Sur les écrans, qui réagit? Parce que c'est vraiment important comme sujet. Ça, c'est un sujet. On a voté une loi récemment à l'Assemblée, effectivement, pour limiter. Moi, je voulais même dire, effectivement, que c'était... que les... Parce que, toujours pareil, il y a des familles qui m'envoient... Les écrans, c'est même un mode de garderie. Et moi, effectivement, j'avais dit effectivement que c'était une maltraitance à enfants, mais sur pareil, effectivement, c'est aussi la double peine qu'on fait vis-à-vis de ces familles qui n'ont pas forcément un autre. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, je crois beaucoup à l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est majeur. J'ai été. Alors, très rapidement, moi, je suis élu de Lyon. En arrivant à l'Assemblée nationale, je me suis dit, c'est bizarre dans le sens où, à l'Assemblée nationale, on parle beaucoup, on fait pas grand-chose. Donc, j'ai voulu avoir, mais c'est le rôle du Parlement. J'ai voulu avoir une action concrète. Et région Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait en sorte, on a mis en place une expérimentation pour faire en sorte que ça touchait 10 000 enfants en Auvergne-Rhône-Alpes, pour que 10 000 enfants qu'on évalue, qu'on juge en double aveugle, on implante ce qu'on appelle la littératie en santé, les compétences psychosociales, et que ça profite aussi bien effectivement aux enfants défavorisés qu'aux enfants favorisés. Et moi, je crois en ça. Ça a marché parce que c'est l'intérêt de la coordination. Je pense que le ministère de la Santé a un rôle. Ça s'est fait grâce à l'ARS. Le rectorat, l'éducation nationale a un rôle, et ce qu'il ne faut pas, c'est que les uns s'immiscent chez les autres. Donc on peut coordonner en respectant la culture de chacun, et c'est comme ça que ça progresse. Et j'espère bien que cette expérimentation pour une meilleure santé dès l'école se diffusera au niveau national. Je peux dire Oui, juste une allez-y, boutade. après. Monsieur le député, est-ce que vous pourriez inclure le collège de ma fille? Mais il est à Paris dans l'expérimentation, parce qu'ils ont abandonné les manuels papier, et donc ils font tout sur écran désormais, et un ordinateur qui est fourni par Google. Je suis désespérée. Non mais c'est terrible. Ça, c'est les enfants, mais en même temps, on a tous une responsabilité. Je veux dire, comment est-ce que vous voulez faire un enfant qui ne lise pas, qui n'a pas une tablette, alors qu'on a tous des tablettes, qu'on rentre chez nous, on a nos téléphones, on lit tout. C'est pour ça que la responsabilité, elle est collective. J'entends bien que malheureusement, les répercussions sont plus amples chez les enfants, mais notre responsabilité, et ça touche tout le monde, hein, même les gens qui sont soi-disant cortiqués. On est tous sur d'autres. Monsieur Pourchet, pardon. Non, simplement, c'est toute la complexité de la prévention. C'est-à-dire que là, on est face à des outils qui ont des effets néfastes, mais qui sont aussi un outil d'éducation. C'est l'accès à la connaissance pour tous, très facile. C'est quand même une révolution. Et on ne va pas y... C'est là, c'est l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, c'est tous ces enjeux-là. Donc il va falloir... on ne pourra pas aller contre. Et il faut les intégrer avec une règle, avec une organisation, mais voilà, c'est complexe. Hélène, on a une question par Internet. Après, il y a une personne qui a levé le bras là-bas. Oui, allez-y, ça sera après, monsieur. Alors, donc, une question. D'après vous, quelle pourrait être ou quelle devrait être la place pour les laboratoires pharmaceutiques dans la prévention? Voilà une question. Qui répond? Ne vous précipitez pas. Il faut associer, j'imagine, voilà, peut-être associer un maximum d'acteurs et qu'eux aussi pourraient prendre leur part. Tous. La prévention, c'est l'affaire de tous, et bien évidemment des laboratoires. Moi, je vois se reprendre. Moi, si jamais j'avais une priorité à faire, ça serait effectivement pour moi le surpoids et l'obésité.
Parce que le surpoids, c'est un petit peu tout. Dès qu'il y a un surpoids, quelque part, c'est qu'on a un problème d'alimentation, on a un problème d'activité physique, on a un problème d'écran, enfin, on n'a pas parlé de la santé mentale, enfin, tout ça, c'est lié. Et j'ai dit ça dans le sens où, et ça ne me gêne absolument pas, il y a des laboratoires, justement, vis-à-vis du diabète, vis-à-vis du surpoids, et qui travaillent de manière assez intelligente. Je dis ça par rapport au Danemark, par rapport au laboratoire danois sur le diabète, je ne cite pas de nom, mais qui ont des politiques mixtes entre le gouvernement, le laboratoire, des experts, ce qu'ils appellent là-bas des municipalités, où ça fonctionne bien. Donc je pense que chacun a sa place, et bien évidemment les laboratoires ont leur place. Pour moi, j'ai aucun complexe par rapport à ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, c'est un intérêt commun. Tout le monde a intérêt à s'investir dedans. Alors, et puis moi, je vous rejoins totalement. Je pense que l'obésité, c'est la maladie du siècle, et, qui est encore sous-estimée, qui est encore méprisée, stigmatisée. Donc il y a beaucoup à faire. Un grand plan de l'obésité nationale, ce serait parfait. On en parlera cet après-midi. Ouais. Allez-y, pardon. Et après, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de pôle public du médicament. Donc effectivement, on ne peut pas se priver de l'expertise des labos. Et tout est une question derrière de régulation, de régulation des conflits d'intérêts. Et puis, Merci. Une question, monsieur? Une question, monsieur. Alors, moi, j'avais juste une petite remarque, parce que nous avons lu, j'anime un groupe de réflexion au sein d'un syndicat professionnel qui s'appelle Numéum, qui est le syndicat des industriels du numérique. Donc la question va venir. Et j'avais juste une réflexion sur la stratégie nationale de la santé que nous avons lue. Et ce qui était intéressant, c'est que quand il parlait de prévention, c'était bien précisé que la prévention, c'était du domaine interministériel. Ce n'est pas un problème du ministère de la Santé, donc ça veut dire que, comme vous le dites, monsieur le député, c'est l'affaire de tous, et donc privé, public. Et alors maintenant, la question qui vient, et le aller vers aussi qui était précisé dans cette stratégie nationale de santé, c'est-à-dire que toutes ces populations, donc pour avoir une équité des soins, c'était d'aller vers et aller cibler les populations. Donc nous réfléchissons à développer une approche santé populationnelle et donner les outils numériques qui permettront de faire ça. Donc la question, c'est pourquoi vous ne parlez jamais du numérique alors que finalement la transformation du système de santé, toutes ces actions de prévention, vous ne pourrez pas le faire sans avoir des outils numériques puissants et vous n'en parlez jamais. Oui, parce que ça va sans dire presque, j'ai envie de dire. Non, c'est évident que les outils numériques, ce seront des outils facilitateurs, aussi bien pour l'observance des messages de santé publique que pour la définition de ces messages. Moi, j'ai pas de... Non, ça... On l'a même évoqué au tout début, je pense effectivement c'est un des champs de la sphère intermédiaire, parce qu'il y avait une analyse publique, et générale et sociétale de ces données de santé qui sont personnelles. Oui, mais qui nécessitent aussi de la confiance, une fois encore, du bon usage des données. Il faut réguler. Et nous aurons une table ronde sur le sujet. Moi, ce sujet-là, bien évidemment, pour moi qui est fondamental. Moi, j'ai fait un rapport justement sur le numérique en santé, sur le DMP. Bien évidemment, pour moi, c'est fondamental. Puis, il y a tout à l'heure, si on veut effectivement avoir une politique nationale, il faut effectivement avoir des priorités, des indicateurs, des datas pour évaluer tout ça. Et pour moi, et c'est une discussion qu'on a eue hier avec le Health Data Hub, où le Health Data Hub, il est fait beaucoup pour la recherche et notamment industrielle. Et il est peu fait pour la recherche au niveau de l'organisation du système. Et je pense, et hier, ils nous ont présenté des projets pour mieux organiser le système de santé. Et pour moi, les datas sont fondamentales. Pour l'organisation du système, pour le patient, il faut que le patient devienne acteur. Ça fonctionnera quand le citoyen... quand on parle de prévention, c'est pas seulement le malade, mais que le citoyen prendra en charge sa santé grâce à son espace santé, grâce au numérique. Après, l'autre question, et là c'est public-privé, qu'est-ce qui doit rester du régalien? Qu'est-ce qui doit rester, qui doit être du privé? Je pense là-dessus, il faut vraiment délimiter, et on l'a vu justement par rapport à la crise. Doctolib était un truc génial, dans le sens où son Doctolib par rapport à la... Mais par contre, les données de santé, pour moi, c'est quelque chose qui est, là quand on dit de la confiance, il faut que ce soit régulé, il faut qu'on garantisse. Si on va aller vers le numérique en santé, il faut qu'on garantisse que les données de santé, et notamment dans mon espace santé, dans le DMP, ça soit un coffre-fort et que les gens aient confiance pour l'utilisation des données. Et pour moi, c'est fondamental. Donc, bien évidemment, les données, mais avec la confiance. Merci. Alors, on va Dernière prendre question. une dernière... Vient de dire monsieur le député.
Donc sur ces aspects numériques, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les données de santé, Health Data Hub, ne permettent de modéliser que 20-30% de l'état de santé d'une population. 70% des datas sont ailleurs, elles sont à l'école, c'est ce qu'on appelle les déterminants de santé. Donc le rôle du numérique, c'est pas que exploiter des données santé, c'est aller en chercher d'autres et comment on les agglomère, comment on les appareille avec les données médicales pour faire un état de santé et animer la prévention. Merci. Merci. Madame Dedane, petite question. La santé est globale, tout le monde est bien d'accord. Elle doit donc être pilotée de façon interministérielle. Lorsque le secrétaire général de l'Élysée, le prochain, annoncera la composition du prochain gouvernement, où met-il le pilotage interministériel de la santé ? Monsieur le député. C'est un vieux débat, et là, je veux dire, c'est encore un débat que j'ai eu hier avec le ministre de la Santé et de la Prévention. C'est compliqué, est-ce qu'il faut qu'il y ait un truc interministériel, est-ce qu'il faut qu'il y ait un secrétariat général ? Maintenant, il y a des secrétariats généraux du gouvernement, secrétaire général pour la mer, il y en a un pour la transition environnementale, on pourrait en imaginer un pour la prévention. Moi, je crois surtout, avant tout, il faut qu'il y ait un portage politique. Interministériel ou pas, il y a des tas de choses interministérielles dont personne ne sait. À partir du moment où il n'y a pas de portage politique, ça ne marche pas. Quel serait le bon profil du porteur, hein ? Après, non, mais globalement, je veux pas un nom, mais qui non, mais ce qu'il faut, je sais pas, ce qu'il faut, mais c'est toujours pareil en politique. Il faut le côté volontaire, le côté déterminé, le côté après la personne. Mais je pense que c'est le portage. Après le titre qu'il aura, vous avez il y a des ministres qui ont un périmètre qu'ils agrandissent volontiers, donc parce qu'ils ont un portage politique fort. Merci. Après, il faut que l'administration suive derrière. Ça, c'est un autre sujet. En 1 minute, docteur Ortiz. Oui, là, Jean-Paul Ortiz, ancien président de la CSNF. Ce qui me frappe depuis le début de la matinée, c'est que personne n'a prononcé le mot de One Health. Et il me semble que la prévention, elle est au cœur de cette démarche-là. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, en particulier au niveau du portage politique, parce qu'un certain nombre de gens dont je fais partie continuent à penser que justement, il faudrait que cette dimension One Health prenne un portage politique interministériel qui puisse couvrir l'ensemble de ces éléments-là. Merci. Rapidement, peut-être un mot très de conclusion tous les trois. Il y a un truc qui est assez admirable, assez admirable, argument. C'est l'environnement et l'écologie. Vous voyez comment l'écologie, effectivement, 20-30 ans, a pris ça. Pourquoi? Effectivement, il y a sans doute un peu de réchauffement climatique, on constate tous. Mais effectivement aussi, il y a eu des personnalités fortes qui ont porté le sujet et qui l'ont imposé. C'est assez intéressant, c'est un débat qu'on a eu hier. Vous voyez, dans les entreprises, on parle du RSE, on parle de l'environnement, le machin social, on ne parle jamais de la santé. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Je veux dire, entre guillemets, et c'est même, moi, je m'interroge de temps en temps, dans le sens où nos concitoyens sont plus préoccupés, ça rejoint le côté One Health, mais sont plus préoccupés par leur environnement que par leur santé. Ils demandent plus à leur entreprise d'avoir une démarche environnementale, très bien, mais des démarches de santé vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des salariés, non. Et donc le One Health, tout ça doit se rejoindre, mais comme je dis, pour moi, les écologistes, on peut, il y a les bons et les mauvais, mais ils ont un machin assez génial dans le sens où ils ont porté le sujet, et maintenant on ne peut rien faire, sans pas. Et bien, il faut faire la même chose par rapport à Merci. Alors, je pense qu'on en reparlera au cours de ces 2 journées. Vous, un mot? Non? One Health? Vraiment en 10 secondes. One Health, non. Effectivement, non, après, pas ça, c'est des enjeux plus théoriques et prospectifs. Et on a des outils quand même aujourd'hui très faciles, notamment sur le dépistage, et pour avoir une efficacité à faible coût. Par exemple, le dépistage de l'obésité, calculé sur un IMC, ça coûte 0, c'est pas invasif. Faisons-le très facilement. Merci. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci madame. Merci beaucoup Anne, on vous applaudit.